L'intitulé de la table ronde, c'est expression du besoin. On va essayer de partir du besoin. On avait commencé à l'envers puisqu'on vous a présenté une solution, mais parce que chronologiquement, ça s'est fait comme ça en fait. Dans l'histoire du cyclone, on a envoyé la solution qu'on avait dans le carton, mais après, on a tout de suite compris qu'il fallait quand même qu'on étudie un peu le besoin. Voilà, donc la table ronde s'appelle expression du besoin et on va partager collectivement avec vous et on attend de vous aussi que vous exprimiez peut-être des réflexions, des solutions. C'est collectif, hein. C'est pas que nous qui parlons ou qui réfléchissons. Là, il faut que ça soit collectif. De toute façon, il n'y aura que de solutions collectives. Commencer par la présentation du truc et puis comme ça engage un peu la table ronde. Euh, oui. Non, j'avais pas vu la maquette, mais c'est très bien. Donc j'appelle, mais tout le monde est déjà là. Fabienne Bull, de l'agence Bull Poirier et Justman. Éric Bernard, G. Dubois. Mathias Gambroling, Culture Permanente. Olivier Gaujard. Laurence Nguyen, vous êtes là? Oui, très bien, merci. Et Babali, qui était là aussi. J'ai oublié personne? Donc je suis Ludovic Bost, enseignant à l'école d'architecture de Paris-Belleville. Je suis venu avec 4 étudiants qui vont présenter le projet qu'elle a. Je m'occupe avec Cyril Anap notamment du DSA risque majeur. On a l'habitude depuis plusieurs années de bosser sur Mayotte. Cette année, on avait décidé de changer un peu. Les étudiants avaient travaillé depuis un an sur le Sénégal. Et quand je suis arrivé pour parler de construction avec eux, il s'était passé ce que vous connaissez à Mayotte. Et du coup, on a changé d'objectif. On est revenu sur Mayotte. Donc, les étudiants qui vont vous présenter le projet n'ont pas une grande connaissance de Mayotte. Mais par contre, ils sont donc DSA risque majeur. Ça veut dire qu'ils ont étudié les cyclones, les séismes, les problèmes d'inondation. Et ils ont en une semaine pondu ce projet qu'ils vont vous présenter. Et on aura du coup l'occasion de parler aussi de ce projet sur la table ronde. Vous parlez bien dans le micro, oui, c'est bon. Bonjour à tous, nous sommes les représentants du DSA risque majeur de l'école de Paris-Belleville. Nous sommes des architectes déjà diplômés qui avons décidé de faire une spécialisation sur les risques anthropiques et naturels. Et dans le cadre de notre exercice de construction échelle 1 d'un prototype, nous avons décidé de faire un abri paracyclonique pour les Mahorais. Donc l'idée, c'était pas de faire un abri qui était utilisable qu'en temps d'urgence et en temps de cyclone, mais d'avoir vraiment un équipement public qui soit utilisable en temps normal et en temps d'urgence. Donc nous nous sommes inspirés des farets mahorais. Donc un faret, c'est un équipement public dans les quartiers dans lesquels se retrouvent les habitants pour diverses activités comme discuter ou jouer au domino. Et donc l'idée de cet abri, c'est qu'il puisse être en temps normal complètement ouvert, traversable, un équipement public des deux côtés. Là, sur la maquette, il y a un seul côté qui est ouvert. Et en temps d'urgence, qu'il puisse se refermer complètement et devenir un abri paracyclonique pour que les habitants puissent se mettre à l'abri à l'intérieur. Afin de répondre à la contrainte économique et afin de réaliser des assemblages simples, on a décidé d'utiliser une seule section de bois qui fait 45 par 145 et qui a une longueur maximale de 6 mètres. Au début, on a pensé que la prédécoupe et le préassemblage pourraient être faits en métropole, mais ce sera une première solution pour le premier prototype peut-être. Et elles seront envoyées par conteneur et par camion après pour être assemblées sur place. Ces 6 mètres de long nous ont défini les dimensions de notre refuge, qui est un triangle équilatéral de 6 mètres de côté. On a retenu cette forme parce que le delta est une forme autostable qui permet une économie de matière et qui est un bon compromis pour l'habitabilité de l'abri et qui résiste bien aux forces paracycloniques, enfin qui est une bonne forme paracyclonique et parasismique. Les pignons sur les angles qui sont le plus sollicités par les efforts de vent sont renforcés et contreventés pour répondre aux forces de vent latérales. Et enfin, le squelette répétitif permet de limiter le nombre de pièces, le nombre d'assemblages
et aussi de pouvoir adapter l'abri en fonction de son site en ajoutant ou en supprimant une trame. Face au manque de refuge et au risque cyclonique qui sera de plus en plus fort et de plus en plus récurrent à cause du réchauffement climatique, nous avons proposé de déployer des refuges auprès des quartiers les plus précaires à destination des habitants les plus vulnérables. Chaque refuge variera dans son rapport au site en fonction de la topographie, mais aussi dans sa forme, parce qu'on a imaginé plusieurs types de remplissage des pignons et de la couverture. Lors de la semaine échelle 1, on a pu tester différents types de mise en œuvre de terre crue pour le remplissage du pignon. Et on a aussi ici utilisé de la tôle par défaut, comme c'est un matériau qui est présent à Mayotte, mais on souhaite pouvoir le remplacer par un matériau plus biosourcé. Donc pour conclure, pour envisager un déploiement à Mayotte, ce refuge il a été conçu avec des matériaux simples à assembler et disponible aussi bien en métropole que sur l'archipel. Et l'idée serait d'acheminer les matériaux sur place avec des guides d'assemblage et de découpe et que les architectes du DSA puissent transmettre le projet aux habitants et d'envisager des adaptations sur place pour le futur à Mayotte. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Je pense que vous connaissez la coopérative J'ai du Bois, qui est une coopérative familiale. Donc on a produit le vestiaire avec du Philibert Delorme en chêne déclassé, piqué et aussi en surbille. Donc cette démarche, elle est déjà issue d'un projet antérieur. Pour situer la famille de la coopérative, nous avons vécu 20 ans à l'île de la Réunion. J'ai eu ma propre entreprise pendant plus de 20 ans sur tout l'archipel et en océan Indien. Donc j'ai pu intervenir en qualité d'entrepreneur pour les bâtiments classés, donc restauration de l'hôtel de ville de Saint-Denis, la cathédrale, etc. Donc pendant plus de 20 ans, j'ai pu me confronter aux bâtis anciens de l'île de la Réunion, de Mayotte, un petit peu à Rodrigue. Donc ce qui est venu, c'est que quand le cyclone est passé, on a essayé de réagir très rapidement avec la petite équipe qu'on est. Et on a essayé d'imaginer donc le Philibert Delorme tropical, si je peux me permettre cela. Et on a fait une proposition vidéo d'urgence avec un bâtiment à coque pour une résistance. Et on a lié aussi le fait, donc bon, ça c'est une proposition d'esquisse structurelle. Donc avec toujours cette ressource chêne piquée en survie, etc. Et on a pu identifier un potentiel de ressources sur 3 scieries. Donc 2 en forêt de Troncé et une près de Clermont. Et on est à même maintenant de nous avancer sur le fait d'avoir en possibilité de 300 à 400 mètres cubes de chêne disponibles maintenant dans l'urgence pour produire ces structures. On a la particularité de travailler aussi avec l'atelier Lazaro, puisque vous avez la publicité sur le vestiaire, qui a la possibilité de travailler avec notre principe sur une Master Wood. Donc le potentiel pour essayer de comprendre l'action qu'on pourrait avoir sur l'urgence, là on peut, si on a les moyens qui nous sont donnés, on peut au mois d'avril finaliser un ATEX particulier à la résistance cyclonique avec le bureau d'études SIVA Conseil. Si nous avons le feu vert, mois de mai, juin, juillet, une taille de choc pour réaliser au minimum 6 maisons. Donc vous avez compris que c'est des maisons jumelles adossées. Là-dessus, par habitude, puisque pendant plus de 20 ans j'ai géré l'apport de ressources sur la Réunion, on peut très bien implanter, disons par container de 40 pieds, on peut logiquement mettre 2 maisons par container. Au préalable, par expérience à La Réunion, le chêne, il faut le traiter. Donc on a eu beaucoup de chantiers. Donc bon, j'ai l'expérience avec Fibre, donc la coopérative qui est au port à La Réunion, et surtout avec l'entreprise Très Carré,
qui a longuement travaillé sur la Réunion, avec qui moi j'étais en coopération assez souvent sur les chantiers monuments historiques. Donc ce chêne piqué qu'on peut stabiliser avec un traitement, classe 4 minimum, ça on peut le faire avec l'entreprise Lazaro à Thiers. Et tout ça donc disons sur 2-3 containers qui avec 3 semaines de bateau, on peut être opérationnel. On pourrait être opérationnel, je vous le dis bien, pour un dépotage en septembre. Si on nous permet d'avoir les fondations, comme on peut le préconiser là dans cette esquisse, donc on pourra intervenir en octobre, novembre et positionner une maison témoin avant la prochaine saison cyclonique et la mettre à l'épreuve. Voilà. Donc ça c'est un peu la projection sur le timing qu'on pourrait proposer à travers notre proposition structurelle. Et finir aussi, on met tout à plat. Actuellement, on pourrait être sur un prix structure seul à 900 000 euros avant mise en container. Donc, disons pour les pouvoirs publics qui pourraient financer cela, on serait à voir avec des entreprises locales concernant le second œuvre de la possibilité de tourner autour d'un prix de 1 500 à 2 000 euros le mètre carré construit pour ce qui est de la totalité. Voilà la proposition que nous avons fait en urgence et avec grand cœur on propose ceci donc à Mayotte et aux Mahorais sinistrés. Voilà, merci de l'écoute. Merci bien. Alors nous allons passer à la table ronde. Qui veut commencer Olivier ? Il marche ? Oui. Vous voyez que c'est aussi chaotique sur cette estrade que pendant un cyclone, mais on va arriver à gérer. Très surpeuplé aussi, mais bon. Je vous propose, je vais donner la parole à mon voisin ici, Mathias Cambrelin, qui travaille avec moi depuis quelques années, mais surtout qui s'est beaucoup investi sur ce qu'il va nous décrire maintenant. Hein ? Merci. Donc je travaille avec Babali et Olivier depuis plusieurs années sur le développement des filières locales, particulièrement les filières bambou et fibres agroforestières. On a commencé donc avec Encore Heureux lors de la conception du plus grand lycée de France du LMB de Longoni, et à l'époque avec Gojar Technologies Scope, on a répondu à un appel à projet qui a été remporté pour créer un schéma directeur de filière pour le ministère de l'Agriculture et des Forêts. Ce projet a fortement évolué grâce à la rencontre de Babali, qui nous a présenté les traditions techniques et agroforestières locales, en nous expliquant et en nous présentant les interrelations qui existent entre le soin que l'on peut apporter à un milieu, régénérer les cours d'eau, régénérer les sols, et les pratiques constructives. Donc ce schéma directeur, aujourd'hui, on le porte depuis 6 ans avec BAM, Culture Permanente et tout un tas d'autres acteurs, pour réaliser des études aussi bien techniques, des actions techniques, mais aussi culturelles. Dans les actions techniques, c'est par exemple réaliser des études cartographiques pour savoir où est le bambou sur l'île, sur quel type de pente, à quelle distance de la route, des choses très terre à terre. Il y a aussi des ATEX, Fabienne tu en parleras tout à l'heure, qui sont aussi réalisés sur le bambou pour le caractériser. Et il y a tout un tas de fibres aussi qui sont aussi valorisables en construction. Il y a du bois d'œuvre, mais aussi des fibres pour les mélanger à la terre, pour réaliser des enduits, réaliser des tressages, etc. Babali pourra vous en parler parfaitement. L'un des éléments qui est important de comprendre sur cette interrelation entre technique constructive et gestion des milieux naturels, c'est les boucles de rétroaction dans lesquelles ça s'insère. C'est-à-dire que les évolutions culturelles, démographiques, socio-économiques de l'île de Mayotte ont modifié les pratiques agroforestières et constructives et mis à distance progressivement une partie des habitants de la gestion de ce milieu-là. On ne va pas dire que ce n'est dû qu'à ça, mais à quoi bon garder les arbres sur une parcelle agricole
vu que si on peut juste acheter du bois qui vient forcément obligatoirement d'ailleurs. Donc ce n'est pas un problème, il faut pouvoir importer des matériaux de construction, il faut le faire. Mais il y a aussi une nécessité de valoriser les pratiques locales pour faire en sorte qu'on conserve les arbres sur les parcelles et que l'eau puisse s'infiltrer dans les nappes phréatiques via le système racinaire. Donc tout ce travail-là, on le fait avec des agroforestiers, on le fait avec des ethnobotanistes, on le fait avec des hydrogéologues, avec des gens comme Babali, des artisans. Et l'objectif aussi, c'est à un moment donné d'hybrider des techniques constructives contemporaines avec ces techniques traditionnelles pour les faire rentrer dans la norme, dans la réglementation. Encore une fois, je te remercie Fabienne pour le travail que vous avez réalisé sur le lycée de Chirongui. Je te laisse encore en parler. Voilà. Donc, ce qui se passe maintenant, suite au contexte post-Chido, c'est que ces études et ces actions qui étaient pertinentes à l'époque, elles le sont certes peut-être plus et toujours autant, mais elles nécessitent un moment d'assurer un passage à l'échelle et une accélération. Donc elles nécessitent de trouver des financements, de staffer les équipes sur place, de créer des coopérations, des associations, etc. pour pouvoir porter plus largement ces actions-là. Et ça se fera collectivement, en coopérant. Je te remercie. J'ai été clair, c'est bon? Ça va. Babali. Et je remercie le mouvement pour la frugalité heureuse et créative d'avoir nous avoir permis de faire venir Babali, c'était essentiel. Merci Dominique. Et merci Aurélie Orita. Désolé, je suis horrible. On a réalisé des actions techniques, mais aussi des actions culturelles, parce que l'objectif, c'est pas simplement de montrer que c'est faisable techniquement, c'est d'embarquer la population et les acteurs locaux. Aurélia, si tu veux bien venir. On a réalisé plusieurs actions avec le CNRS, mais aussi avec les éditions Delcourt pour sensibiliser la population. On a réalisé des bandes dessinées, par exemple une bande dessinée, avec le HESS, pour faire en sorte de rappeler ces techniques constructives et ces techniques agroforestières. Ça a été dessiné et on a de la chance d'avoir une autrice fantastique qui s'appelle Aurélie Orita. Et ça va être édité, c'est édité aux éditions Delcourt, ça sort dans 2 mois. Voilà. Tu veux faire un... Bonjour, je me présente Aurélie Orita et déjà ça me fait super plaisir de vous voir aussi nombreux pour cette cause qui est très importante. Et voilà, je ne vais pas prendre le temps si vous voulez feuilleter la BD, ça c'est juste une épreuve, comme ça sort dans 2 mois. Tout à l'heure, juste après la rencontre, vous pouvez me retrouver à la librairie. Il n'y aura pas de dédicace, mais je pourrais vous montrer et vous expliquer plus en détail quel a été notre travail, parce qu'on est 3 dessus. Donc il y a Mathias l'architecte, Frédéric Julian, qui est un peu le lien entre la BD et l'architecture, qui est anthropologue à l'EHESS. Et donc je vous expliquerai tout ça juste à côté, à la librairie des Compagnons. Voilà. Pardon, c'est vraiment de l'impro totale. Vous pouvez déjà voir les planches. Il y a une exposition qui a été possible grâce au Forum Bois Construction. Donc, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous ont permis de faire cette expo. Donc, vous pouvez voir les planches. Il y a des QR codes et vous pouvez avoir un extrait du livre sur le site. Et en tout cas, moi, je suis là pour en discuter aussi. Voilà. Merci. Bon, alors vous voyez, on est en train de faire un test grandeur nature de qu'est-ce que c'est qu'un système robuste. C'est un système qui reste stable malgré les fluctuations auxquelles il est soumis. Donc c'est ce qui se passe sur cette tribune. Donc je propose de passer le micro au prochain candidat. Le prochain candidat sera une candidate peut-être. Fabienne. Bonjour à tous. Je reviendrai juste sur ce qu'a dit Babali et Caroline. Je pense qu'effectivement, il est nécessaire de construire tout simplement à Mayotte. Et la reconnaissance humaine que l'architecture peut apporter nous a, je dirais nous, parce que nous sommes, avec le projet que je vais vous parler, nous sommes effectivement dans la trace de tous nos prédécesseurs et dans l'enjeu d'arriver collectivement à faire saisir que l'appartenance à une île, humainement,
est la chose essentielle pour pouvoir vivre et permettre à ce que tout un chacun puisse aussi en vivre, et aussi en vivre. Nous, très simplement, moi, l'expérimentation par le bambou, je l'ai fait dans l'enseignement, dans le cadre de laboratoire expérimental au Pérou, où suite au El Niño, nous avons construit avec les étudiants 10 maisons en bambou qui venaient de l'Équateur, frontières limitrophes, dont les artisans sont venus et accompagnaient effectivement ces étudiants. Le bambou, je l'ai retrouvé à Mayotte. Le bambou, il est invasif, comme on peut dire, et ce bambou vulgaris parsème les fossés, parsème les lieux, l'ensemble effectivement du paysage. Donc, la nécessité d'un diagnostic, c'est effectivement énoncé. Et à travers ce regard, sachant que les constructions traditionnelles, si on peut dire, en dur, comme disait Babali, qui sont effectivement en dur, mais recevant un torchis sur du bambou éclaté, faisait que quelque part, il était là. Et il était présent dans son articulation avec l'habitat. Donc l'enjeu de l'expérimenter, parce qu'effectivement c'est ça, donc de le voir aussi, c'est important pour la population de s'apercevoir que leur bambou sur place peut être effectivement utilisé, a été un des enjeux effectivement du projet. Projet que je tiens à énoncer, nous ne sommes pas seuls, l'agence Bull Poirier-Jussmann est accompagnée et nous sommes dans un partenariat de grand plaisir avec Dietrich Untertrifaller, Moore Untertrifaller est là. Sur place, bien sûr, avec Endémique Mayotte, voilà, qui assure le chantier puisque nous démarrons le chantier. Et puis, mon collaborateur, Hicham Hamzé, anciennement associé, mais qui, lui, suit le chantier, effectivement, ici. Et puis, Jeanne Lejossec, collaboratrice de Jean-Marc Weil. Jean-Marc Weil qui est intervenu, bien évidemment, on est allé chercher un des hommes sachants, mais entre autres Jean-Marc, qui lui avait déjà traduit tous les guides colombiens du bambou que Simon Vélez utilise. Et grâce à lui, nous en arrivons à là où nous en sommes, à depuis un an avoir convaincu le rectorat. Il a fallu le convaincre tous les 3 mois, hein, parce que le bambou était là au début, il a failli partir, il a failli revenir, il a failli partir. On a réussi à... Bon, voilà, ça c'est le combat d'un architecte, on va le dire comme cela, de pouvoir traiter d'un ATEX. Et cet ATEX a permis de caractériser le bambou, a permis effectivement de l'emmener dans différentes caractéristiques. Et cet ATEX risque, et on l'espère, d'être là, ça fait 1 an, risque d'être là dans 2 ans. Je vais passer la parole à Hicham, qui va, pour présenter, où c'est passé. Si, peut-être que tu peux réénoncer quand même certaines choses. Tiens. Hicham n'avait pas l'air d'être au courant. Et il va falloir quand même qu'on aille assez vite, hein, parce que là on multiplie le nombre d'intervenants. Je vais en être contraint par le temps. Donc Hicham, je vous fais confiance. Non, mais je vais faire très vite. Donc latex, en fait, je veux juste vous expliquer où est-ce que ça en est. Le bambou Mahorais vulgaris a été caractérisé mécaniquement, feu et durabilité. Ce qui n'avait pas été fait avant, on en discutait avec Mathias, et c'est un grand pas pour tout le monde. Après cette caractérisation qui maintenant est liée, elle reste, ça ne bougera pas. Nous présentons l'ATEX au CSTB pour un mode constructif. Pour l'instant, c'est un ATEX de type B. Vous connaissez tous le processus, c'est ce qui s'est passé avec les briques de BTC, etc. Pour l'instant, c'est un ATEX de type B pour ce chantier, mais qui ouvre les portes et les autoroutes, on espère, pour que le bambou puisse être en fait caractérisé de façon réglementaire pour être utilisé beaucoup plus souvent et ne plus être considéré juste une essence qu'il faut couper, brûler parce qu'elle est invasive. Voilà. Peut-être que j'ai loupé une phrase, mais vous pouvez me dire pour quel type d'ouvrage en fait? Là, il a été caractérisé pour faire? Ici, il est caractérisé en fait pour être utilisé en tant que façade. Façade brise-soleil.
Il n'est pas structurel pour l'instant. Mais alors, façade, revêtement de façade, brise-soleil. Revêtement de façade, oui, oui. Ça peut être en fait soit revêtement de façade, soit brise-soleil. Il peut être utilisé pour multiples fonctions. D'accord. Et pour quel type d'habitat? Alors, pour quel type de Nous, en fait, là, en l'occurrence, ERP, le texte de habitation. type B, c'est pour un équipement public qui est le lycée de Chirongui, Tanimalandi. Mais en fait, une fois la texte passée, il peut être utilisé en faisant les procédures nécessaires pour d'autres types de programmes. En tant que, excusez-moi, En tant que façade pour l'instant. Façade, oui, mais en revêtement de façade, il a sur l'étanchéité de la façade? Non. 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 Juste, d'accord. Mais pourquoi en fait on parle de juste... En fait, par exemple, si le bambou est revêtu de torchis, le bambou en fait peut être une façade étanche parfaite. D'accord, donc il viendra en complément avec... Bien sûr. C'est ça en fait le but. Oui, d'accord. C'est d'ouvrir la porte. D'ailleurs, en fait, on n'est pas les seuls. Il y a beaucoup de monde qui est en train d'ouvrir la porte avec nous. En fait, c'est justement pour ouvrir la porte pour que, avec plusieurs processus et plusieurs procédés, le bambou puisse être utilisé. Nous, on l'a utilisé d'une façon, mais il y en a des centaines de façons. Oui, je sais bien, mais je n'avais pas compris le type d'usage. Oui, voilà. oui. Merci. Voilà, excusez-nous, c'est un lycée d'enseignement général et professionnel à Chirongui, le lycée Tanimalandi. Voilà, nous sommes en site occupé avec des bâtiments qui étaient là provisoires. C'est pour ça que les solutions provisoires restent souvent pérennes. Donc le chantier, c'est un peu un jeu du taquet. On déplace ces bâtiments provisoires pour permettre à l'établissement, bien sûr, de perdurer dans son enseignement. Et nous construisons effectivement à côté. Nous sortons de terrassement et de fondation. Voilà. Et l'application, effectivement, et la manière de traiter la façade, qui est de long de ces coursives où tous les élèves pratiquent l'extérieur, un bâtiment de ventilation naturelle complet, traversant, avec ce brise-soleil, brise-pluie. Voilà, d'où l'enjeu effectivement de cette façade en bambou qu'on expérimente. Voilà. Merci. On va passer la parole à Clément. Ah donc tu en as un, pardon. Je n'avais pas vu. Bonjour. Que vous raconter en si peu de temps peut-être, donc moi je suis Clément J, je suis architecte au sein de l'agence Encore Heureux. Donc on est sur l'île depuis 5-6 ans et on y développe 2 projets qui sont actuellement en chantier, un gymnase à Kaweni et le LMB, le lycée des métiers du bâtiment. Et donc assez vite, je reviens un peu à la question de l'expression du besoin. On a essayé de développer une réflexion un peu en 3 temps, 3 jours, 3 mois, 3 ans. Comment est-ce que nous, en tant qu'architectes, on peut agir sur un territoire que l'on connaît finalement depuis peu de temps, 5 ans c'est assez court, et on a essayé de mener une réflexion donc court terme, moyen et long terme. Le court terme, c'était de se dire en 3 jours comment est-ce qu'on met à l'abri nos équipes, nos partenaires, nos collègues, comment est-ce qu'on prend la mesure de l'intensité des dégâts pour être sur place. Pour avoir été sur place, on se rend assez peu compte de la violence du vent. On a des souvenirs de la tempête de 99, mais des vents à 210-230 km/h. Moi j'ai vu des bas damiers de 1 mètre complètement éclatés avec une cime qui a été projetée à 10-15 mètres. Donc c'était aussi prendre la mesure de cette violence du vent. 3 mois, c'était de se dire comment est-ce que les architectures qui sont actuellement en chantier, comment est-ce qu'elles peuvent se réparer. On a, nous, été réquisitionnés par la préfecture de Mayotte pour transformer notre gymnase qui avait plutôt bien tenu pour être transformé en centre d'accueil pour réfugiés. Donc là, on a transformé finalement cette grande halle en bois qui avait été abîmée parce qu'une grue était tombée sur une partie de la charpente. Mais donc, en une semaine, on a dû vider le chantier et puis transformer ce bâtiment pour accueillir 700 réfugiés qui étaient plutôt venus des pays africains. Et puis la question du long terme de ces 3 années, Olivier Gojard en a parlé, c'est de se dire comment est-ce que on redéveloppe des filières. Très modestement, on a amorcé quelque chose avec la brique de terre crue et un levier d'action du LMB sur relancer une filière qui a existé mais qui s'était peut-être un petit peu assoupie. Et donc nous, il y a eu un enjeu avec d'autres, bien sûr. Je parle là au nom de toute l'équipe de maîtrise d'œuvre. Et en tout cas, il y a cette question de comment l'île et comment les habitants retrouvent presque une souveraineté constructive, de se dire au-delà de la souveraineté politique institutionnelle, la souveraineté alimentaire, il
il y a peut-être dans l'expression du besoin la nécessité de redonner aux Mahorais et aux Mahoraises la capacité à reconstruire leur île avec du bois issu des forêts. Olivier en parlait, voilà, il y a ce sujet sur lequel on est en train de travailler actuellement avec la Fondation de France aussi, qui pourrait éventuellement financer des équipements qui vont être une première marche, en tout cas sur la question de la valorisation de cette matière qui est au sol et qu'il faut valoriser rapidement puisque la végétation reprend aussi ses droits. Et donc on est dans une lutte de chaque jour contre les champignons et les insectes. Et donc il y a vraiment cette nécessité aussi d'aller former des savoir-faire locaux, de se dire que ce n'est pas forcément tout le temps la métropole qui arrive à Mayotte avec des savoir-faire, mais qu'il y a aussi une transmission et que ces outils sont fonctionnels et pérennes parce qu'il y a aussi des savoir-faire qui se transmettent et des compétences qui sont enseignés, qui pourront ensuite être repris par les locaux et s'y développer. Voilà. Peut-être je passe la parole. Voilà. Merci. Donc bonjour, moi du coup je suis Laurence Nguyen, je représente l'Ordre des architectes. C'est le côté institutionnel donc, qui va parler maintenant, puisque moi je n'ai pas de projet à présenter, mais par contre, enfin si j'ai un plan plutôt à présenter, voilà, un plan pour aider justement à la réparation et à la reconstruction. Donc c'est un plan qui est porté à la fois par l'Ordre national, mais aussi qui a été construit bien sûr avec le COA Réunion Mayotte, puisque en fait c'est nos confrères et consoeurs sur Mayotte qu'il faut écouter. Et effectivement, nous on ne fait que porter leurs paroles. Je suis là pour vous dire déjà que l'architecture, pour l'Ordre des architectes, c'est la solution pérenne pour pouvoir rebâtir et reconstruire Mayotte, et notamment au niveau de l'habitat mahorais. Parce qu'il faut savoir que 90% de la construction sur l'île est en autoconstruction et sans permis de construire. Donc on n'a pas de garantie que en fait, ce qui est construit est bien solide, malheureusement. Et donc, l'Ordre propose en fait un plan en 3 phases pour essayer d'aider justement les Mahorais à rénover leur habitat et reconstruire leur habitat de manière pérenne. Donc, premièrement, en renforçant la mission du conseil du CAUE, puisque c'est vraiment un acteur primordial sur place. C'est un acteur qui est support d'expertise à la fois pour les collectivités territoriales et les habitants, pour les aider à réparer et reconstruire en toute conformité, donc c'est-à-dire dans le respect des règles d'urbanisme, mais aussi le respect des règles constructives. Et parce qu'en fait, il faut construire, comme vous l'avez tous dit, en sachant prendre la structure pour répondre aux sollicitations cycloniques ou parasismiques. Mais il y a bien sûr 6 risques majeurs sur l'île, risques naturels, donc il faut les prendre en compte dans la construction. Deuxièmement, nous portons la création d'une mission d'architecte commis d'office, parce que beaucoup d'habitants n'ont pas les moyens en fait de solliciter les savoirs. Et l'idée d'un architecte commis d'office, ça serait de pouvoir déjà régulariser l'habitat sur place, construit sans PC, et en leur indiquant effectivement de construire avec des matériaux plutôt biosourcés ou géosourcés, en fait avec des vrais savoir-faire, de reconstruire avec la conformité. Et nous, ce que l'on peut apporter, c'est effectivement, comme on gère le tableau, de pouvoir en fait recenser les architectes mahorais sur place qui seraient en capacité de prendre cette mission avec
en fait une déontologie particulière, puisque là on est dans une question d'urgence, et donc voilà, il faut pouvoir prendre en charge cette question-là. Ensuite, le troisième point, c'est de permettre une instruction rapide justement de ces permis, puisque on aurait en fait voilà un accompagnement en amont. On pourrait se dire que du coup le service instructeur pourrait avoir un regard en un mois sur ce type de déclaration, pour pouvoir justement aller rapidement, rendre Mayotte plus pérenne et plus résiliente pour les sollicitations sismiques ou cycloniques à venir. L'idée, c'est d'aller vite, mais de reconstruire de manière solide et de garantir que les aides soient bien fléchées pour que le bâti qui soit reconstruit soit en capacité de pouvoir répondre aux prochaines sollicitations naturelles. Ce que l'on souhaite, c'est que Mayotte redevienne un territoire désirable à la fois pour les Mahorais, qu'ils puissent vivre en sérénité, mais aussi qu'ils puissent en fait être désirables pour les gens qui viennent travailler sur place, les fonctionnaires, les personnes qui sont obligées d'avoir de remplir le service public. Et tout cela, ça ne peut se faire effectivement qu'en étant respectueux du cadre bâti existant, du cadre du climat, des questions climatiques, des questions de ressources sur site. Donc que ça soit de ressources biosourcées, comme vous en avez longuement parlé, le bambou, bien sûr, la terre crue avec la technique du BTC que vous avez mis en place, ou encore peut-être le réemploi, puisque je sais qu'aussi il y a sur place un site qui réemploie le béton existant. Et donc ça peut être des techniques qu'il faut qu'on mette en place avec des filières solides pour pouvoir reconstruire correctement Mayotte. Voilà. Merci. Alors, je vais prendre ma casquette. On est obligé d'aller vite, je suis désolé, on va déborder un petit peu. Là, je vais prendre ma casquette de secrétaire du DTU 31 de la Charpente et rédacteur de nombreuses règles professionnelles. N'ayez pas peur. J'entends ce que vous dites. Et en même temps que je vous écoutais, j'ai essayé de réfléchir à comment on allait pouvoir intégrer ces expérimentations. Alors, il y a déjà des textes qui ont été faits, mais aussi s'inspirer de la culture locale constructive pour essayer de faire rentrer ça dans la norme. Parce que la norme, en fait, elle n'est pas imposée par des pseudo-sachants, elle est écrite par ceux qui veulent bien l'écrire. Donc, je vous invite à participer, venez participer. C'est une grande joie que d'écrire des DTU. Non, et donc, ça peut être un travail parallèle justement avec justement CAE Mayotte. Ouais, alors je vous propose un truc, j'en sais rien, on va voir, mais j'ai l'impression qu'il y a pour moi 3 niveaux d'habitat. Il y a les bâtiments publics qui sont conçus avec une maîtrise d'œuvre, une maîtrise d'ouvrage public, une maîtrise d'œuvre. Et ils sont construits selon les normes, ils ont été calculés et ça tient. Donc quand on respecte la norme, ça tient. Enfin, une fois qu'on a dit ça, on n'a pas réglé le problème. Il y a une espèce je pense qu'il y a une tranche de bâtiments, de maisons individuelles, qui est construite sans maîtrise d'œuvre, qui est autoconstruite, mais qui correspond à quand même une typologie constructive un peu récurrente. Il y a une maison mahoraise quand même. Donc imaginez que ces autoconstructeurs suivent le DTU. Je le sens moyen. Alors, l'encadrement, ça serait plutôt en fait un encadrement justement, pas forcément en fait, dans déjà la légalisation de l'urbanisme. Parce oui, alors on n'en a pas parlé, mais c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet, puisqu'en fait, du coup, effectivement, comme l'habitat se fait de manière informelle, là, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a une partie des secours qui n'a pas pu arriver parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Donc, le fait de pouvoir développer, d'avoir connaissance
l'indépendance en fait de l'État, en fait, on va dire du développement de la ville, ça permet aussi d'accompagner ça avec des infrastructures, bon déjà routières bien sûr pour les secours, mais aussi au niveau de l'eau, de l'électricité. Il faut savoir qu'il y a quand même un grand nombre d'habitats qui sont voilà. Ma proposition sur la structure Oui. des bâtiments, donc j'ai l'impression que c'est une grosse partie de la population de ces maisons-là, maisons mahoraises, voilà. On peut faire le chemin inverse. Au lieu de leur dire vous appliquez la norme, on part de la typologie de maison. Je pense qu'il y a une typologie de maison qu'on peut cadrer avec des dimensions qu'on peut cadrer. On calcule selon la norme et on peut faire un guide d'application du DTU et de l'Eurocode 5 pour la maison mahoraise. Enfin, je vous le dis comme je le pense là maintenant, hein. Donc on peut adapter. C'est-à-dire on pourrait faire des règles professionnelles. Pourquoi je dis des règles pro? Parce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas trop abordé, mais il va falloir quand même construire en technique courante. Ça va être compliqué de ne pas être dans la technique courante parce qu'il n'y a pas d'assureur dans le... Non, bon, ils vont être là, ils sont derrière, ils sont en embuscade. Donc, il y a un moment donné, il va quand même falloir donner des gages. Donc, il va falloir construire en technique courante. Mais je pense que c'est possible. C'est-à-dire qu'on va pouvoir adapter la typologie constructive mahoraise à la norme, et on peut faire des guides d'application avec des schémas tout simples, même un peu comme la BD, avec des schémas tout simples d'assemblage pour faire des charpentes, pour faire des varangues, je ne sais pas si le terme est utilisé là-bas, c'est à La Réunion pour faire du poteau-poutre, ce qu'on n'a pas fait pour la métropole, parce qu'on considère que l'entrepreneur est en capacité de calculer. Là-bas, on va imaginer que non, donc on va lui donner des solutions, on peut lui donner des solutions toutes faites, avec des abacs tout faits. On peut écrire des règles professionnelles qui vont dans ce sens-là et qui seraient reconnues par les assureurs. Donc ça pourrait être une première étape. Et après, on peut lister toutes les techniques, je dirais culturelles locales, et voir dans quelle échelle de temps, je reprends l'échelle de temps, 3 jours, 3 mois, 3 ans, dans quelle échelle de temps on peut accompagner ces différentes techniques pour aller vers des ATEX ou pas ou plus, des caractérisations, pour essayer d'emmener le maximum de ces techniques vers la technique courante pour que ça soit construit dans le champ et que ça puisse être garanti. Et ça permettrait en même temps aux Mahorais de s'approprier effectivement. Donc on s'inspire en fait de leur technique et on adapte la norme à leur technique. Vous voyez, il y a une espèce de rétroaction. Voilà. Ça c'est possible. Ouais, c'est bien. Merci. Mais c'est possible, alors, je ne vais pas le faire tout seul, hein, vous l'avez compris. On peut le faire, mais si collectivement, si déjà il y a une identification, mais que vous avez déjà faite, du bâti, savoir comment c'est construit, on fait un cas enveloppe des bâtiments, et après on travaille dessus, on fait de l'ingénierie dessus pour déterminer des solutions constructives toutes faites, et on les donne, et enfin après c'est itératif, hein, voilà, mais ça on peut le faire. Si on se met d'accord là-dessus, on établit une feuille de route. Après, on va chercher les financements, on en trouvera. On va chercher les financements, on met des groupes de travail et on fait un planning sur 3 jours, 3 mois, 3 ans. Non, c'est ma proposition, parce que je viens de la pondre là maintenant, excusez-moi, et je vous laisse... voilà. Je suis d'accord, travaillons ensemble pour ça. Bonjour à tous. Mon avis sur la construction. Sur la construction, je mettrai en avant de valoriser la ressource locale, c'est-à-dire récupérer les fibres et la terre pour utiliser un mur de séparation ou bien mur extérieur, mais après on cherche la solution pour imperméabiliser, soit avec le bois, soit avec d'autres matières, mais au moins qu'on essaye de mettre en condition que les matières premières locales soient intégrées dans la construction de Mayotte avec les main-d'œuvre locales. Alors, je suis désolé, nous sommes contraints par le temps, on est obligé de rendre le micro, mais ça ne nous empêche pas de parler. Non, on me dit que... Jonas me dit que non. Oui, alors encore un petit peu, Jonas.
on continue, ou même dans le forum, hein, de toute façon, on peut se recroiser. Est-ce que je peux donner une suite, s'il vous plaît? Juste 5 minutes. La logique, ce serait d'intervenir avec efficacité. La proposition que nous faisons avec Jet du Bois, on pourrait mettre à disposition une structure normée très rapidement pour que ce soit de l'autoconstruction. Donc, je ne sais pas si tout le monde s'en va au moment où je fais une proposition concrète dans ce débat qui n'est toujours pas concret. Bon, que les personnes intéressées restent. Je tenais à signaler que cette proposition concrète, vous l'avez donc dans le vestiaire, c'est tout à fait modulable, c'est tout à fait en autoconstruction, avec une ressource chaîne sur laquelle on recentralise une ressource chaîne dépérissante qui peut être utilisée pour Mayotte. Bon, on est disponible sur le stand Jet du Bois pour pouvoir échanger là-dessus. Et je voudrais que vous fassiez l'effort de comprendre que nous sommes à même d'intervenir très rapidement avec un groupement de forestiers, de scieries, un atelier de charpente efficace et une volonté de groupe qui peut être aussi efficace. Merci de l'écoute. Merci.